Bonjour, c'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un terme que j'entends souvent, une expression que j'ai entendue assez souvent dans les milieux, disons, supramental ou spirituels. On parle de opposition créative. C'est un terme qui peut être un petit peu nébuleux. Je ne sais pas exactement ce que les gens veulent dire par là. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en pensez? Je ne vous dirai pas ce que j'en pense puisque les pensées qui me passent par la tête viennent toutes accompagnées d'un bagage d'ordures. Et les êtres humains en général, c'est le cas également. Lorsque ce n'est pas exclusivement de l'ordure qui leur passe par la tête. Alors, à ce moment-ci, il s'y est de regarder avec l'œil de la conscience plutôt qu'avec l'œil de la pensée, qui est fondamentalement l'œil de l'inconscience, ce qui pourrait être représenté par ce terme. Et c'est un terme que je considère quelque peu loufoque, puisque dans la créativité, il n'y a pas d'opposition, et dans l'opposition, il ne peut y avoir de créativité. C'est un terme qui constitue sa propre antithèse. Mm-hmm. Donc, dans l'opposition, il n'y a pas d'unité, il y a donc division, et lorsqu'on dit division, il y a subjectivité. C'est-à-dire que s'il y a opposition entre, par exemple, deux individus, c'est-à-dire que ces deux individus ont une vision dont l'un contredit celle de l'autre, et donc s'il y a opposition entre deux individus, c'est que au moins un d'entre eux n'est pas conscient. J'explique pourquoi et nous reviendrons à l'opposition par la suite. Il n'y a qu'une seule intelligence. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce qui est intelligent, objectivement parlant, est intelligent objectivement parlant. Okay. Chaque intelligence indépendante, individuée de l'univers, lorsqu'elle se réfère au plus haut point de l'intelligence, toutes sont d'accord. Il n'y a pas de désaccord. Parce qu'elles se réfèrent toutes à une intelligence qui est objective et cosmique. Donc, une intelligence objective et cosmique n'a qu'une vision, si on veut, qu'un seul point de vue sur un phénomène. Elle n'en a pas 10 ou 100 ou 1000 ou 2. Cette intelligence objective, cosmique et absolue a un point de vue sur un phénomène, c'est-à-dire que c'est le point de vue de l'objectivité absolue. Donc, la trame de l'univers lui-même lui sert de médium d'information à cette intelligence objective. Et donc, si une intelligence objective parle de, prenons quelque chose de simple, un caillou. Si une intelligence objective regarde le caillou, elle se réfère à la trame de l'univers qui constitue le caillou lui-même. Elle n'a pas de concept du caillou, ou d'idée du caillou, ou de fantasme au sujet du caillou. Elle ne s'imagine pas ce qu'il y a dans le caillou. La pensée de l'intelligence objective, c'est le caillou. C'est-à-dire qu'elle ne pense pas cette intelligence objective. Elle se fond psychiquement avec le caillou lui-même pour s'informer du caillou. Elle ne peut donc faire aucune erreur d'interprétation ou de subjectivité relativement au caillou. Le caillou, c'est le caillou. Bon, qu'on substitue pour caillou tout sujet ou terme qu'on voudrait discuter entre individus, et nous avons la même chose. Si, par exemple, on parle de l'amour parental, par exemple du parent de un tel, mais si on a une idée subjective à ce sujet, c'est un truc. L'autre a son propre vécu, sa propre expérience subjective au sujet du même parent et aura une autre interprétation de son amour parental, ainsi de suite d'individu en individu. Mais l'intelligence objective, elle, peut aller se fondre psychiquement avec ce phénomène, c'est-à-dire la vibration qui habite cet être qui est le parent de l'individu, et savoir exactement qu'est-ce qui se produit dans son psychisme à ce moment-là, et ce n'est pas une question d'interprétation ou une question d'avoir un point de vue particulier, il s'agit de la substance de la chose en tant que telle qui sert d'information. Il n'y a donc aucune possibilité d'erreur. D'accord. Ou de déformation. Donc, s'il y a opposition entre deux individus, c'est qu'il y a au moins un des deux individus qui se réfère à un phénomène subjectif d'interprétation personnelle d'un phénomène. OK, je comprends. Il ne peut y avoir donc d'opposition sans qu'il y ait subjectivité psychologique. Et qui dit subjectivité psychologique dit désinformation. Donc, s'il y a opposition entre deux individus, au moins un des deux est désinformé.
À ce moment-là, il n'y a pas de communication. Il y a opposition, comme le terme le dit. Et s'il y a opposition, il n'y a pas de communication. S'il n'y a pas de communication, il y a combat. Et le combat vise à détruire, il ne vise pas à créer. Donc, une opposition créative, c'est absolument imaginaire. Ça ne peut exister en réalité. C'est-à-dire que si on étire, si on veut la définition de ce terme, on pourrait dire que l'opposition du psychisme de l'être en évolution, relativement aux forces retardataires qui s'attaquent à lui, peut être vue comme un geste créatif, à la limite. C'est un geste de libération qui permet la créativité. Donc, à la limite, il s'apparente énormément à la créativité comme telle. Donc, à la toute limite d'interprétation et d'étirement de cette classification de opposition créative, il y a une légère possibilité de prétention à une quelconque parcelle de vérité, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Mm-hmm. Ce n'est sûrement pas de ça qu'on parle. On parle d'opposition entre individus. Oui, effectivement. C'est ce que j'en comprends. OK. Donc, à ce moment-là, il ne peut y avoir de créativité puisqu'il y a opposition. Si, par exemple, un être s'exprime avec la parole du plan de l'esprit directement et rencontre qu'il y a chez l'être, chez son interlocuteur, une vision différente des choses qui relève d'une subjectivité psychologique, donc désinformée, et que ce point de vue désinformé-là nuit à sa communication avec cet être, il pourra corriger vibratoirement la référence psychique de l'autre pour l'amener à se référer à quelque chose qui est beaucoup plus près de l'objectivité, et à ce moment-là, l'opposition est vaincue, et à partir de ce moment-là, il peut y avoir créativité, c'est-à-dire que il peut y avoir communication lorsque l'opposition est vaincue. Mm-hmm. Donc l'opposition est anti-créative puisque il faut la vaincre pour qu'il y ait créativité dans la communication, c'est-à-dire une élévation du taux vibratoire des deux parties, des participants à cette communication, puisque s'il y a une opposition, il y a combat, s'il y a combat, il n'y a pas élévation du taux vibratoire. Mm-hmm. Du moins, il y a refus d'au moins une des deux parties de changer son point de vue, ou d'accepter qu'il y a un meilleur point de vue sur le phénomène qui est discuté. Donc, pour ce qui est de la créativité entre individus, disons simplement que nous avons fait quelques enregistrements qui décrivent la créativité. Mm-hmm. Et la créativité, c'est une manifestation active d'intelligence. Et l'intelligence, c'est la faculté de super-organiser un système, c'est-à-dire d'amener un système à un degré d'organisation plus élevé, plus absolu, plus parfait. Donc, de perfectionner le degré d'organisation d'un système, que ce système soit le psychisme d'un être ou que ce soit une structure organisationnelle d'une entreprise. Vous comprenez que je prends des exemples qui relèvent de communication interpersonnelle. Mm-hmm. Il y a d'autres créativités qui existent, mais puisqu'on parle ici d'opposition créative, on parle entre les individus, donc je tente de décrire la créativité en tant que phénomène interpersonnel. Oui, je comprends. Je pense que dans l'idée la manière dont les gens conçoivent cette expression d'opposition créative, ils y voient une sorte d'échange entre, disons, au moins deux personnes qui permettrait à chacun, à sa manière, de s'élever justement peut-être, ou de comprendre des choses, de conscientiser des choses. Mais en fait, que cet échange-là ait lieu, tant mieux, mais il s'agit pas d'une opposition créative. Il s'agit simplement d'une conversation entre personnes dans leur programmation psychologique, etc. Et tant mieux si un ou l'autre, je veux dire, arrive à une conscientisation X. Mais donc vraiment, ce que vous illustrez, c'est que appeler ceci de l'opposition créative, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, si deux êtres dans leur subjectivité psychologique discutent et parviennent à se rapprocher quelque peu de la réalité objective de phénomènes discutés, à ce moment-là, il y a effectivement créativité. Donc, la créativité n'est pas seulement l'apanage de l'être conscient. Un être conscient peut être créatif. En général, un être inconscient va être destructeur,
puisque son inconscience, c'est la porte d'accès dans son psychisme d'entités qui cherchent à tout détruire. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'un être inconscient est très créatif. Si ça lui arrive pendant 1/10 de seconde à chaque année, c'est une bonne chose. On pourrait dire qu'il est chanceux. En fait, on dira d'un point de vue plus objectif qu'il est relativement évolué et qu'il est sur le point de peut-être s'aventurer vers l'évolution comme telle. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas forcément conscient pour être créatif, et donc deux êtres psychologiques ayant des visions subjectives, désinformées, déformantes du réel sur un même phénomène peuvent converser et puis mutuellement s'élever vers une vision plus rapprochée de l'objectif, de l'objectivement réel, tel que vu du point de vue des plans systémiques, qui est le seul point de vue qui soit réel, puisque le reste, c'est de la fiction. Donc, ça peut arriver, cette créativité. Mais ce n'est pas l'opposition qui est créative. C'est justement là où il n'y a pas d'opposition qu'ils peuvent être créatifs. OK. L'autre chose que ça m'amène à considérer, c'est parce que dans cette idée d'opposition créative, on présuppose que ça prend deux personnes pour échanger et éventuellement arriver à une certaine conscientisation de l'un ou de l'autre ou des deux. Donc, il y a toute la question de est-ce qu'il est possible... Bon, vous dites qu'il y a un certain degré de créativité qui est possible chez deux personnes, disons, inconscientes ou pas tout à fait conscientes, mais en réalité, le chemin vers, disons, la conscientisation peut-il se faire vraiment à deux ou est-il un chemin solitaire, si on peut dire, ou individuel, plutôt? C'est un chemin individuel et solitaire. Donc, je perçois dans ce que vous dites... ou à travers ce que vous dites, je regarde du point de vue des plans systémiques et je vois des individus qui se mettent en mission de conscientiser d'autres, se croyant eux-mêmes conscients. Et c'est rigolo, mais triste à la fois. Parce que un être conscient ne se met pas en mission de conscientiser d'autres êtres. Et là, des gens peuvent dire, oui, mais toi, c'est Patrick, que fais-tu? Tu te crois conscient? Tu t'es mis en mission de conscientiser les gens? Tu te prends pour qui? Je ne me prends pas. C'est ça qui se passe. Je ne me prends pas. Pas pour qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Je suis mis dans cette situation où parler du point de vue de la conscience, ce n'est pas par plaisir ou par orgueil que j'explique ces choses. C'est parce que c'est ma vie qui consiste à expliquer ces choses. Donc, un être, lorsqu'il grandit en conscience, ne peut faire autre chose que vivre sa vie. Que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Il n'y a rien d'autre à faire pour un être qui avance en conscience que de vivre sa vie. Et si sa vie, c'est de vendre des bonbons sur la rue Sainte-Catherine, il vendra des bonbons sur la rue Sainte-Catherine. Peu importe que ça semble pas rationnellement une profession honorable. L'esprit s'en fout. L'esprit décide parce que c'est ce qui est. Et étant ce qui est, la vie de l'être prend la teneur qu'elle prend, puisque c'est décidé sur un autre plan. Tout ça pour dire que j'y vois des êtres qui se font un orgueil de dire « je vais vous conscientiser », alors que la moindre parcelle d'orgueil est un poison absolu pour la conscience. Je vous dis, détectez bien en vous s'il y a le moindrement de l'orgueil, et s'il y en a, arrachez-le avec rage, haine et détermination, parce que c'est un poison. Donc, c'est un petit conseil d'amis que je donne. Mais bon, pour ce qui est de conscientiser à deux êtres inconscients qui se parlent, c'est un peu de la perte de temps, puisque si on est inconscient, on ne réalise pas la présence et l'influence des plans invisibles dans nos conversations. Alors, on n'est pas conscient de ce qui se trame sur les plans invisibles. C'est la définition de l'inconscience. Donc, n'étant pas conscient de l'influence qui s'exerce sur chacun dans leurs échanges, si on veut les appeler ainsi, ou leurs élucubrations à destination mutuelle, à ce moment-là, les probabilités ou la teneur, si on veut, créative de ces propos sera infinitésimale. Donc, s'il y a un être, un des deux qui est conscient et l'autre n'est pas conscient, celui qui n'est pas conscient va s'opposer absolument à celui qui est conscient,
Parce que celui qui n'est pas conscient est contrôlé par des forces qui veulent absolument pas relâcher leur contrôle sur lui. Et donc, si il ne combattait pas la communication de l'être conscient, il en viendrait à se soutirer de leur contrôle. Et ce contrôle, c'est ce que ces forces ont de plus précieux. Alors, elles ne relâchent pas le contrôle facilement. Donc, le chemin, il est individuel. Le chemin vers la conscience, il est individuel. Et il se fait en élevant son bras métaphoriquement sur les plans cosmiques et en tirant de force l'esprit qui y est, le faisant descendre à force d'une grande volonté sur terre. Il n'y a rien de doux, de spirituel ou de gentil dans ceci. C'est un rapport de force. Intéressant. C'est l'ultime rapport de force. Absolument, c'est l'ultime rapport de force, puisque de l'autre côté, il y a l'intelligence et l'amour, et de ce côté-ci, on a la volonté, mais pas d'intelligence. Alors, on a la volonté de faire descendre l'intelligence, mais pour ceci, il faut vraiment le vouloir. Et vraiment vouloir l'intelligence, c'est vraiment vouloir le contraire de ce que ces forces sur les plans invisibles veulent nous imposer. Lorsque je parle des forces sur les plans invisibles, je parle du fameux plan astral et des intelligences qui contrôlent ce plan, qui veulent maintenir l'humain en esclavage, et donc qui contrôlent le psychisme de l'humain et qui ne lui permettent pas facilement de développer la volonté de faire descendre l'intelligence, puisque tout ce qui habite le psychisme de l'humain est anti-intelligence, anti-conscience, anti-objectivité. Lorsque je parlais d'orgueil un peu plus tôt, l'orgueil, c'est tout ça. Alors voilà. L'autre aspect de cette question-là vous pourriez peut-être explorer, c'est l'idée que cette opposition créative, cette fameuse opposition créative, puisse être suffisante pour faire avancer l'être vers sa conscience. C'est-à-dire que tout simplement en échangeant avec les autres, que ce soit par conversation en direct ou les médias sociaux ou peu importe, qu'on puisse avancer réellement, faire vraiment des réelles avancées dans sa conscience. Que répondriez-vous à ce sujet? Je répondrais que c'est de la foutaise. Je répondrais que des êtres inconscients sont beaucoup trop manipulés, beaucoup trop appuyés sur leur orgueil, beaucoup trop manipulés par les forces sombres et esclavagistes pour s'élever en psychisme au-delà du domaine justement circonscrit par ces forces, qui veulent à tout prix nous maintenir prisonniers de leur emprise. Donc, si deux êtres inconscients avaient la faculté de faire ceci, ça ferait longtemps que l'être humain se serait libéré de ces monstres de l'autre côté. Ça fait longtemps que les gens se parlent. Que quelqu'un ait parlé de l'intelligence supramentale, c'est une chose, mais qu'on croit que soudainement, puisque ça a été fait, qu'on peut se parler dans le boudoir et se rapprocher de l'intelligence cosmique, c'est irréel. C'est irréel. Donc, le chemin vers l'intelligence cosmique ou la reconnaissance de ce que c'est par la volonté de l'arracher au plan systémique et de l'amener ici sur Terre. Cette volonté existe-t-elle présentement chez les individus sur la Terre? Parce qu'il semble que ça prend une volonté titanesque. Oui, tout à fait. Ça requiert une volonté titanesque, c'est-à-dire une volonté qui rassemble chaque parcelle de l'être. Donc, non pas simplement toute son énergie, mais toute son énergie, toute sa volonté, toute sa conscience, toute son intelligence, tout son amour, tout ce qu'il est ou a déjà été, ou tout ce qu'il a pu absorber. Tout ceci doit être uni complètement dans un geste qui ne se refuse pas, puisqu'il est le geste d'un être entier. Ce n'est que lorsque l'être est entier par force qu'il peut forcer son intelligence à descendre, puisque étant entier par force, il force son intelligence à descendre. Ça semble paradoxal, mais ceci c'est simplement parce que nous existons dans un paradoxe. La vie matérielle de l'ego incarné, c'est un paradoxe. C'est une bulle paradoxale dans l'espace-temps de l'univers. Et étant un paradoxe, déparadoxifier le psychisme, c'est un tour de force. Donc, ce tour de force se fait comme ceci. Si chaque parcelle de l'être décide d'une manière absolue qu'elle est unie à elle-même, et vous entendez le ton dans ma voix, il y a une certaine énergie qui se dégage de ceci.
Mm-hmm. Et si cette décision est absolue, à ce moment-là, il y aura descente de l'intelligence des plans cosmiques vers la matière. Et ceci, pour déclencher ceci, habituellement, on a besoin d'événements de vie qui mènent à une crise et qui créent une crise existentielle tellement puissante que l'être devrait exploser. Il devrait éclater. Mais c'est l'emprise des forces esclavagistes qui éclate. Il se crée une brèche. Si l'être applique sa volonté dans cette situation-là. C'est plus que appliquer sa volonté dans le sens psychologique et subjectif du terme. Okay. Il s'agit, comme je disais, d'unir chaque parcelle de ce qui constitue l'être sur tous ses plans à la fois dans une décision absolue. Donc, une décision absolue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette décision prend le dessus sur toute forme d'insécurité, de doute, de peur. Donc, elle prend toute la place, cette décision. Il n'y a rien d'autre dans l'être que ceci. Donc, ça, c'est la volonté. Mais autrement, la volonté, elle sert les forces esclavagistes. Et elle sert les forces esclavagistes en créant de la perte d'énergie de l'être lui-même et d'autres autour de lui qui sont déposés dans des formes sur le plan astral où ces entités peuvent se nourrir et continuer leur danse macabre qui mène effectivement exclusivement à la mort. Donc, entre individus inconscients, je ne dis pas qu'il n'est pas utile de se parler, mais de croire que ceci va mener à la conscience et à la descente de l'intelligence, c'est faux. Cela mène à l'expérience. L'expérience, vous le savez, je n'ai rien contre. C'est utile. Mais l'expérience, ce n'est pas l'intelligence. Il doit y avoir une fin à l'expérience. C'est là que l'intelligence commence. Donc, l'expérience, c'est un peu l'antithèse de l'intelligence dans le sens de notre paradoxe sur Terre ici. Donc, nous avons un paradoxe où nous croyons avoir de l'intelligence et nous n'en avons pas. Nous croyons que les choses fonctionnent d'une certaine façon, elles ne fonctionnent pas de cette façon. Et nous croyons pouvoir faire certaines choses avec notre volonté alors que notre psychisme appartient à des forces qui nous maintiennent en esclavage. Donc, ceci, c'est toute une situation difficile, disons-le ainsi, difficile à démêler. Mais démêler cette situation difficile, ça équivaut à court-circuiter un parcours de plusieurs millions d'années d'évolution ascendante par une évolution descendante qui dure moins d'un siècle. Donc, à notre époque, une incarnation, ça dure moins d'un siècle. Si le plan de vie mène à, justement, ce geste de volonté absolue que je décris, qui fait descendre l'intelligence sur le plan terrestre, cet être qui a accompli ceci vient d'accomplir l'équivalent d'un plan d'évolution ascendante qui pourrait prendre 5 millions d'années. Okay. Donc, arriver en un siècle à faire ce que d'autres prennent 5 millions d'années à faire, ce n'est pas mal. C'est très bien. En effet. Mais ce n'est pas facile. Si c'était facile, ça ferait longtemps que ça serait devenu la méthode par défaut d'évolution des êtres à travers le cosmos. Effectivement. Mais c'est la découverte d'une nouvelle façon de procéder. Donc c'est difficile, ça vaut la peine. Les humains sont une race très sous-estimée, mais pour devenir la race qui n'est pas sous-estimée ou pour devenir des êtres qui vivent à la hauteur de leur réalité, il faut faire ceci. Donc c'est difficile, c'est exigeant, c'est très exigeant. Ça ne se fait pas dans une conversation entre êtres inconscients, ni dans l'opposition entre êtres inconscients. Ces choses peuvent être bénéfiques en tant qu'expérience, et l'expérience sert de préambule à ceci. Donc, qu'on ne pleure pas le préambule est difficile, il peut être long, mais une fois qu'il est vidé, qu'il est terminé, ce préambule, on passe au geste. Et c'est là que la gloire de l'humain réside, dans ce geste. D'accord. Merci pour cet éclairage. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit,
et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.